Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du samedi qu'on a décidé d'intituler les 6 bios du web. On expliquera le terme ensuite, ceux qui sont sur le Telegram le savent. On va dans cette vidéo faire une correction de la conférence en ligne sur l'expatriation de Maxence Rigotier et on va vérifier si Maxence Rigotier est monté en compétence en voyant principalement 2 points de sa conférence en ligne sur l'expatriation. Alors, même si nous avons mis une petite intro humoristique, le but est, avant de commencer, il est important de le rappeler, un petit disclaimer, c'est que nous n'allons nous concentrer que sur certains points dans cette vidéo de la conférence en ligne. Il y a une vingtaine de points, on va se concentrer que sur 2 points. Le plus important est de bien comprendre que cela ne veut pas dire que les autres points sont totalement faux, approximatifs ou tout. On va se concentrer sur 2 points, on va y apporter une correction et le reste est sans doute exact. Je n'ai pas regardé jusqu'au bout. J'ai du mal à la suivre pour être entièrement transparent et honnête avec vous. Les points que nous allons voir sont les plus importants sur l'expatriation, car l'information donnée est inexacte, voire complètement fausse sur une erreur d'interprétation. Maxence, il faut comprendre qu'il partage une expérience et non pas une expertise. Cela reste cependant un entrepreneur talentueux qui a démontré une certaine forme de réussite dans d'autres domaines que la fiscalité, mais ce n'est pas parce que c'est un entrepreneur talentueux qu'il faut prendre pour argent comptant tout ce qu'il dit, comme nous allons le voir. Mais cette vidéo n'étant pas une vidéo de bashing, pas une vidéo de clash, c'est une vidéo pour corriger voire des informations qu'il a donné sur Internet qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur la vidéo, vous pouvez revoir le replay, vous avez pu suivre cette conférence en ligne. Donc, vous pouvez baser votre stratégie sur ce qui est dit dans cette vidéo. Les rappels habituels avant de commencer cette vidéo. Demain aura lieu notre atelier en ligne sur l'expatriation. Maxence, tu es invité à t'y inscrire, tu vas apprendre des choses. Atelier sur l'expatriation sans approximation, car en fiscalité, une approximation, cela peut coûter cher, voire très cher. Vous n'avez qu'à suivre le lien qui se trouve en commentaire ou dans la description de la vidéo. Également, le programme Borderless Entrepreneur, c'est un programme qui va te permettre de maîtriser l'expatriation et la fiscalité internationale partout dans le monde. Le but n'est pas de te prendre par la main et de te montrer l'écran et que tu reproduises la même chose. Le but est de t'apporter une expertise internationale pour que tu sois le plus à même à tout comprendre et savoir lorsque tu fais quelque chose, les conséquences que cela va avoir et quelle est la différence entre les différentes notions. C'est vous faire monter en compétence et vous transformer en professionnel. Vous pourrez vous reposer sur une communauté de plus de 300 membres qui sont expatriés au travers du globe et pas uniquement en Estonie, même si on a une large communauté en Estonie. Si tu fais partie de la communauté Borderless Entrepreneur et que tu es en Estonie, n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Et également, nous ferons une interview d'une personne expatriée depuis 1 an en Estonie pour avoir un retour honnête sur l'Estonie. On espère le faire très prochainement sur la chaîne YouTube. Également, vous pouvez rejoindre les programmes gratuits en matière d'expatriation. Ça va être les 7 secrets de l'expatriation. C'est une série de 7 secrets qui vont vous permettre de comprendre facilement les étapes d'une expatriation. Maxence la résume à 2. Moi, je dis que c'est 7 secrets minimum. Vous pouvez également rejoindre notre Discord gratuit et notre Telegram avec plus de 1300 membres pour du contenu exclusif. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Et vous pouvez avoir recours au coaching stratégique. C'est un coaching en one-to-one avec moi de 1 heure. Mais tous ceux qui l'ont pris savent que ça dure plus d'1 heure. On est plus proche de 1h30 que de 1 heure en réalité. Permettant de traiter individuellement une problématique précise. Je tiens bien à préciser le précise. Tout simplement, c'est qu'en 1 heure, on n'a pas le temps de traiter tous les sujets. Ça va permettre d'ouvrir les possibilités, de faire comprendre certaines problématiques et d'apporter une réponse claire et précise à une problématique précise. C'est ça le but du coaching stratégique. Donc, en guise d'introduction, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Et tout d'abord, qu'est-ce que cela veut dire CBO? CBO, c'est une note humoristique qui veut dire Chief Bullshit Officer. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans un livre, je l'avais partagé sur le Telegram, ça m'avait fait rire, j'ai décidé de le reprendre à mon compte. Pourquoi nous faisons cette vidéo? Nous faisons cette vidéo, comme nous l'avons dit, pour apporter de la valeur, premièrement, c'est le but, apporter de la valeur. Également pour faire monter en compétence le milieu du web, parce que les informations qui sont données
peuvent être dangereuses. Vous pouvez baser une stratégie en regardant que du contenu gratuit, ce sera notamment le prochain point, mais c'est important que l'information soit correctement transmise et que des informations exactes en matière de fiscalité soient correctement transmises. Quelquefois, on a des gens, oui, mais j'ai vu ça sur une vidéo de Maxence Rigotier. Oui, mais est-ce que tu es sûr que la vidéo est exacte? Il m'a dit qu'il était allé voir un avocat. Ah ben, on va voir ça ensemble. Également, pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que sur Internet, vous allez avoir des gens qui vont baser leur stratégie qu'en consommant du contenu gratuit. C'est-à-dire, ils vont prendre le contenu de plein de chaînes, ils vont essayer de le comprendre, peut-être mal, mais ils vont baser leur stratégie dessus. Et quand on leur dit que non, c'est pas comme ça que ça marche, petit déni de réalité, on se fait insulter. Donc, l'intérêt, c'est vous donner l'information la plus exacte, même, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, si les personnes décident de s'expatrier et pas se former et se contenter d'un contenu gratuit, c'est un peu leur problème. Mais autant donner de l'information exacte, même gratuitement. Sinon, on donne pas d'informations gratuitement. On dit, voilà, on vous en donne pas plus, c'est dans le programme. Mais à partir du moment où on donne une information de manière publique, la vidéo que nous allons voir est publique, nous devons faire en sorte de donner une information exacte. Dans cette vidéo, dans cette partie, on va diviser en deux étapes cette analyse. L'étape 1, on va se concentrer sur le premier point de sa conférence en ligne et dans l'étape 2, on parlera du second point qu'il évoque avec les approximations et qu'on corrigera. Comme on vous l'a dit au début, on ne sait pas l'exactitude des informations ensuite. Cela ne veut pas dire que les informations sont fausses. On va se concentrer uniquement sur ces points. Donc ce qui va être top, c'est qu'avec cette conférence en ligne, je vais vous donner déjà de manière générale donc, quelles sont les différentes étapes pour une expatriation réussie, donc quelle que soit la destination que vous voulez choisir. Donc là, tous les... C'est très important, il dit que ça s'applique à tous les pays. Donc même les personnes qui vont pas aller en Estonie et qui ne vont pas prendre sa formation vont se baser sur les informations qu'ils vont donner et on fera quelques commentaires au long de cette vidéo. Elle est pas longue, ne vous inquiétez pas. Les pays qu'on a pu entendre ce soir, le Portugal, la Suisse, la Roumanie, le Japon, le Maroc, Dubaï, Retenez bien Dubaï. etc., etc. Donc quel que soit le pays d'expatriation. Et ensuite, je vais vous partager donc pourquoi je suis en Estonie et pourquoi vous devriez vous aussi être en Estonie avec les 19 avantages, puisque ce pays est totalement incroyable. Vous le verrez évidemment avec tout ce que je vais vous évoquer ce soir, ça va être assez impressionnant. Donc dites-moi si tout est bon et évidemment on est parti. Donc quelles sont les étapes pour une expatriation réussie? Donc rappelez-vous, étape numéro 1, déterminer votre nouveau lieu de résidence fiscale. Donc je répète, étape numéro 1, déterminer votre nouveau lieu de résidence fiscale. Donc pour être assujetti à la fiscalité de votre pays d'expatriation, vous devez établir votre résidence fiscale dans ce pays. Donc en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, donc ça c'est souvent quelque chose que peu de personnes ont en tête ou alors n'ont pas compris, et ça c'est... Je pense que tu ne l'as pas compris, Maxence. Des avocats fiscalistes qui vous facturaient ce genre de conseils que je vous donnais très très cher. Donc là, on dit que les conseils qu'il va vous donner sont des conseils d'avocat. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, donc ouvrez bien grand vos oreilles. Donc un pays, donc je vais vous donner un exemple. Donc France, Estonie. Donc la France a ses propres lois, l'Estonie a ses propres lois. Et ce qui prévaut, c'est la convention internationale entre la France et l'Estonie dans mon exemple précis. Donc les lois de la France, on s'en fout. Les lois de l'Estonie, on s'en fout. Qu'est-ce qui a été dit dans la convention internationale entre la France et l'Estonie? Si je prends l'exemple de Dubaï, donc la France a ses lois, Dubaï... Très important, Dubaï. Et la convention internationale entre la France et Dubaï, c'est ce qui prévaut. Si on a eu le Maroc... J'imagine qu'il y a, alors c'est pas systématiquement, mais bon, aujourd'hui il y a quasiment des conventions internationales qui sont signées dans tous les pays. Donc, si on prend l'exemple du Portugal ou même du Maroc, la France, on s'en fout des lois, le Maroc, on s'en fout. Par contre, ce qui prévaut, c'est la convention internationale France-Maroc. Si je prends le Portugal, donc les lois de la France, on s'en fout, les lois du Portugal, on s'en fout. Qu'est-ce qui est dit entre la convention internationale qui est signée entre la France et le Portugal dans...
Donc, dans cette première étape, vous l'avez compris, il le répète suffisamment, que les lois des pays, on s'en fout. Ça, c'est la première fois, j'ai rarement vu un avocat dire ça. Mais bon, on s'en fout, il y a une confusion, ne vous inquiétez pas, on va la corriger. C'est que tout simplement, une convention fiscale, il faut comprendre, c'est des conventions de non-double imposition. Elle ne permet pas de déterminer une résidence fiscale, elle ne vient que pour éviter la double imposition. Et en matière d'expatriation, vous allez avoir une double imposition quand deux pays vous considèrent résidents fiscal. C'est ce qu'on appelle en gros le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer une imposition au seul regard de la Convention fiscale internationale. Ce principe de subsidiarité a été développé dans de nombreux arrêts du Conseil d'État, c'est rappelé sur ce site, principe de subsidiarité des conventions fiscales. C'est que d'abord, on regarde la loi nationale. Le Conseil d'État juge donc que les stipulations des deux conventions fiscales ne font pas obstacle à l'application de l'article 39 du CGI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord on regarde la solution en droit national, ensuite on regarde la convention. C'est le principe de subsidiarité. Le principe dont Maxence parle en disant on se fout des lois, c'est la convention fiscale le plus important. Il a raison en soi, mais pas de cette manière. C'est uniquement dans le cas que la solution donnée par la convention fiscale l'emportera lorsqu'il y a un conflit de résidence, lorsqu'il y a deux pays qui veulent imposer le même revenu. C'est la solution de la convention fiscale qui va sortir. Mais d'abord, il faut s'intéresser au droit local. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un petit résumé, ça sera très clair. Le principe de primauté, c'est le principe de prévalent qui prévaut. C'est l'article 55 de la Constitution française qui prévoit que les traités internationaux ont une portée supérieure aux lois nationales. C'est la hiérarchie des normes. On va pas détailler ça, mais le principe de primauté ne s'applique que dans la solution. C'est pas pour autant que vous allez vous foutre de la convention fiscale. Pour faire simple, ce que vous allez voir, et on va le détailler, c'est que vous allez d'abord regarder les lois du pays. Par exemple, si vous êtes en Estonie. Ensuite, vous allez regarder les lois françaises. D'accord ? Et si on arrive à une solution de double imposition, on va regarder les conventions fiscales internationales. Et c'est la solution de la convention fiscale internationale qui primera, mais uniquement après avoir regardé chacune des lois. Donc les lois nationales, on ne s'en fout pas. Elles ont une importance. Si tu ne remplis pas les conditions pour être résident fiscal d'un pays, tu vas pas pouvoir prétendre à la convention fiscale. Ce qui est plus important, c'est également une autre notion. Il faut être résident au sens conventionnel. Le résident au sens conventionnel, c'est en étant imposable. Cela a été rappelé dans une décision du Conseil d'État LHV, reconnaîtront les experts, n'est résident de l'État que celui qui en paye l'impôt. Vu que ces conventions de non-double imposition sont pour éviter des doubles impositions, si vous n'êtes pas imposé dans le pays dans lequel vous résidez, il ne peut pas avoir de double imposition, donc vous n'êtes pas résident au sens conventionnel, donc un autre pays peut entièrement vous taxer. On avait évoqué cela dans plusieurs vidéos, ce qui peut être un problème dans certains pays à fiscalité territoriale, Malte par exemple, mais également en Estonie sous un registre différent comme en Andorre. Si on reprend la vidéo de Maxence, c'est précisé au tout début. Au sens de la présente convention, décrire et définir les termes sont très importants en matière de fiscalité. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont pas assujetties à l'impôt dans cet État, que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui est située. C'est pas la définition des pays à fiscalité territoriale. Également, comme on l'a dit, vu que d'abord vous regardez les pays avec les lois nationales, et ça c'est très important, contrairement à ce que dit Maxence, tous les pays n'ont pas un vaste réseau conventionnel. Si on prend le cas de la principauté d'Andorre, qui est à la frontière de la France, ils ont 7 ou 8 conventions fiscales. Luxembourg, Monaco, Liechtenstein, Chypre, Portugal, Espagne,
Ils doivent avoir quelques autres paradis fiscaux. C'était pour sortir la liste noire des paradis fiscaux. C'était les paradis fiscaux avaient signé des accords entre eux. Par exemple, oui, Andorre a un très petit réseau conventionnel de conventions fiscales. Certains pays n'ont pas de convention fiscale du tout. Et à partir du moment où vous n'avez pas de convention fiscale, il va falloir bien connaître les lois. Vous allez être résident au sens estonien. Vous allez par exemple, on va effacer ça. On va prendre un exemple qu'on a eu en coaching, quelqu'un qui était à Bali et qui était résident estonien, de mémoire. Ben, selon la loi estonienne, il est imposable à l'impôt, donc en Estonie. Vu qu'il passe et qu'il déclenche des critères à Bali, ben, il est assujetti à Bali. D'accord? Donc on va regarder la convention fiscale pour éviter qu'il soit imposé à deux endroits. Pas de convention. S'il n'y a pas de convention, eh ben, ça veut dire qu'il va être imposé à la fois en Estonie et à la fois à Bali. C'est-à-dire qu'il y aura une double imposition, car une convention de non-double imposition ne vise qu'à éviter les doubles impositions. Donc il faut bien avoir conscience que une convention, il y a des critères assez importants. Il y a des notions assez importantes, il y a également des notions d'abus. Également, il faut savoir que chaque convention fiscale est différente et n'a pas les mêmes critères. Par exemple, vous avez des conventions fiscales qui vont tenir compte de ce qu'on appelle les SPI, les sociétés à prépondérance immobilière, pour la taxation, qui vont faire que tout va être taxé, même les plus-values de vente de sociétés, dans le pays où se situe le bien. D'autres, ce n'est pas le cas. Si on va prendre le cas de Dubaï, pour montrer l'importance. Si on prend le cas de Dubaï, donc on est sur le site des impôts, c'est bien entre Dubaï, on va prendre l'article résident, donc comme ce qu'a dit Maxence, en ce qui concerne la France, toute personne en vertu assujettie à l'impôt, cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation, c'est le même format. Cependant, si on descend, et c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait faire attention à Dubaï lorsqu'on est résident français, si on descend un peu plus bas et qu'on se concentre à ce niveau-là, on l'a expliqué dans une vidéo du samedi, lorsqu'une personne qui est résident des Émirats Arabes Unis ou qui est établie est fiscalement domiciliée en France, au sens du droit interne français, le droit interne, c'est la loi française que Maxence dit, on s'en fout, d'accord, c'est la définition de Maxence, ou est une filiale contrôlée, ça c'est pour les sociétés, directement ou indirectement à plus de 50%, les revenus, et là c'est très important, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente convention. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes considéré de résident en droit interne par la loi française, vous ne pouvez pas opposer la convention fiscale de Dubaï lorsque vous êtes résident à Dubaï. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut faire très attention et de bien comprendre les règles. Une convention fiscale, vous ne basez pas votre résidence fiscale sur une convention fiscale. Il faut comprendre comment cela fonctionne. Très précis. Donc, concernant la France et l'Estonie, donc, il suffit de prouver que mon foyer d'habitation permanent est en Estonie. Donc, comment avoir un foyer d'habitation permanent en Estonie? C'est minimum 180 jours, 183 jours dans ce pays. Donc souvent, vous avez peut-être aussi entendu cet amalgame, oui, mais si mes clients sont 100% en France et du coup je suis dans un pays à l'étranger, est-ce que je ne vais pas être redressé fiscalement par rapport à cette clientèle qui est en France, même si j'habite dans un autre pays? Systématiquement, ce qui prévaut, c'est ce qui est marqué dans la convention internationale qui est signée entre ces deux pays. Donc Maxence, sans définir le terme, c'est normal parce qu'il raisonne que par la Convention fiscale internationale, sans définir le terme, il dit qu'un foyer d'habitation permanent, c'est tout simplement passer plus de 183 jours. Or, c'est faux. Être dans un pays pendant 183 jours ne signifie pas automatiquement avoir son foyer d'habitation permanent dans ce pays. On peut avoir un foyer d'habitation permanent dans un pays sans y passer 183 jours, ce qui va vous permettre de maintenir une résidence fiscale à condition de bien faire les choses.
Comme on peut passer 183 jours dans un pays sans avoir un foyer d'habitation permanent. La notion de foyer d'habitation permanente, c'est une notion internationale. C'est pas une notion estonienne. En matière de fiscalité, il faut définir le terme dans le pays local. Donc là, on est sur la définition estonienne, sur le Code général des impôts, l'équivalent du Code général des impôts. Sur la notion de résident. Et la notion de résident, ils te disent que une personne va avoir sa place de résidence, son foyer, mais c'est pas un foyer d'habitation permanent. Attention, les conditions, les règles internationales diffèrent. Si sa principale place de résidence est en Estonie, ou si elle reste 183 jours. Mais elle n'est pas obligée d'avoir une habitation permanente si elle reste plus de 183 jours. Il faut faire attention sur la définition des termes. Et également, de pas confondre tous les termes. Et d'abord, on regarde la législation nationale et après, on regarde les conventions fiscales internationales. Car pour se prévaloir de la convention fiscale, il faut être résident au sens conventionnel. On l'a vu sur la notion d'assujettissement, mais il faut être également résident de l'État au sens de son droit local. Si vous allez par exemple sur la Bulgarie, c'est très bien précisé. A person shall have his center of vital interest, les centres des intérêts vitaux en Bulgarie, quand les intérêts de cette personne sont clairement connectés avec le pays. Pour déterminer ça, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la famille, les propriétés, l'endroit à partir de laquelle la personne conduit son activité professionnelle et l'endroit depuis lequel cette personne conduit ses opérations de gestion de ses propriétés. Une personne qui a une adresse permanente en Bulgarie mais qui a son centre des intérêts vitaux qui n'est pas dans le pays ne doit pas être regardé comme un résident bulgare. S'il n'est pas résident au sens du droit interne, du droit de la Bulgarie, il ne va pas se prévaloir la convention fiscale internationale. Il faut remplir les conditions du pays. Et ça, vous le verrez dans le 16 secrets de l'expatriation et on le verra également dans la conférence, dans l'atelier en ligne. Ensuite, Maxence a également parlé de la situation, est-ce qu'on va se faire fiscaliser si tous nos clients sont en France ? Il faut faire une distinction importante entre la société d'une part et toi, personne physique, d'autre part. Vous êtes deux sujets fiscaux complètement différents. C'est-à-dire que tu peux être considéré de résident fiscal français suite à un problème et un conflit de résidence fiscale, cependant ta société restera résidente fiscale estonienne. En matière de société, d'où l'importance de ne pas utiliser des sociétés de personnes, les fameuses LLC américaines et les LLP françaises. Ce ne sont pas des sociétés de capitaux, ce sont des sociétés de personnes. C'est important d'en faire la distinction. C'est deux choses différentes. Ta société peut être considérée être imposable en France, parce que tu conduirais par exemple un cycle commercial complet, que vu que ta société est une société de personnes et qu'elle peut pas se prévaloir des conventions fiscales internationales, ça laisse la France le soin de l'imposer sur le territoire par rapport à cela. C'est le cycle commercial complet qu'on ne peut pas opposer à une société de capitaux. Bon, je vais pas vous paumer, mais il faut faire attention aux approximations. Tu peux avoir ton centre, tu peux être résident estonien et ta société peut se faire requalifier en France. Donc, attention à ça. La deuxième chose que nous allons le voir de suite. Donc, je vous donne là aussi l'exemple de l'Estonie. Donc, comment aussi être résident en Estonie? C'est très simple. On s'inscrit sur le registre des Français basés à l'étranger. Donc, deux options s'offrent à nous. Soit on s'inscrit en ligne sur le site de l'ambassade de France, ou on se rend à l'ambassade la plus proche. Donc, en l'occurrence, en Estonie, il s'agit de Tallinn. Donc, typiquement, quand vous voulez être résident, vous dites, soit vous le faites online, donc en l'occurrence en Estonie, comme c'est un pays digital, tout est 100% online, donc là c'est good. Par contre, si la personne, soit elle se dit, je vais me rendre à l'ambassade parce que j'ai pas envie de le faire en ligne, elle va aller à l'ambassade la plus proche. Alors là, c'est une erreur un peu plus importante encore. Soi-disant, pour être résident du pays, il faut s'inscrire à l'ambassade. Alors, Maxence confond le registre des Français de l'étranger et la déclaration d'expatriation que vous devez remplir
l'année suivante de votre expatriation avec votre déclaration de revenus. Vous savez, il y a un décalement en France, c'est-à-dire que les revenus en 2020, on les déclare en 2021. C'est-à-dire que si vous expatriez en 2021, même en septembre, vous allez devoir remplir une déclaration en 2022 et vous allez signifier cette expatriation. C'est un formulaire dans lequel vous allez renseigner votre nouvelle adresse à l'étranger et également la date d'expatriation, ce qui vous permet de vous expatrier en octobre, même en novembre. Même si vous n'avez pas passé 6 mois et 1 jour sur le territoire. Comment ça se passe? Ça se passe de cette solution. Vous avez janvier, décembre, c'est l'année fiscale en France. C'est pas le cas dans tous les pays. Imaginez vous expatriez en octobre, le 10, c'est le mois 10. Ben, en fait, l'année suivante, donc en N, merde, les joies du direct, en N plus 1, donc là on est en 2021, en N plus 1, ce sera 2022. Vous allez déclarer comme quoi sur la période de janvier à octobre, vous étiez résident français. Donc, vous allez payer vos impôts en France. Votre IR, on va faire simple, impôt sur le revenu. Et ensuite, vous allez payer l'impôt sur le mois entre octobre et décembre. Vous allez le payer dans votre pays d'expatriation. Donc, vous n'avez pas besoin de vous expatrier avant juin. C'est comme ça que cela se passe. Je vais le mettre en plus gros. Et en gros, c'est une déclaration que vous allez faire à votre centre des impôts qui va vous faire passer de votre centre des impôts local, donc de votre ville, au centre des impôts des non-résidents. Il y a un centre des impôts dédié aux non-résidents. Pour ceux qui sont sur le Telegram, vous devez vous souvenir en début septembre, j'ai reçu un courrier chez moi du centre des impôts français. C'était pour un remboursement d'impôts. C'était pas pour un contrôle, même si c'était un contrôle, c'était pas très inquiétant. Pourquoi? Parce que j'avais renseigné une nouvelle adresse à l'étranger et que je mets toujours à jour mes adresses avec le fisc français. C'est ça qui compte. La déclaration à l'ambassade, un registre des Français de l'ambassade, c'est un registre à des fins de protection consulaire. Vous recevez d'ailleurs une petite carte plastifiée que vous devez plastifier vous-même selon les consulats, comme quoi vous êtes sous la protection consulaire de la France. Donc s'il y a un problème, ils vont contacter le consulat, vous allez pouvoir aller au consulat. Mais vous pouvez demain aller vous inscrire dans n'importe quelle ambassade, il suffit d'une attestation d'hébergement sur place, c'est-à-dire que si demain vous avez une résidence secondaire en Espagne, vous pouvez aller vous inscrire au consulat ou à l'ambassade d'Espagne. Et en gros, ça sera pour voter, c'est une liste électorale et une liste pour sortir. C'est-à-dire que si demain, par exemple, et ça a été très important pendant le Covid, c'est que si vous êtes dans un pays, par exemple en Thaïlande, et que le pays est lockdown lors du Covid, ben en fait, c'est l'ambassade va vous sortir. J'avais le cas d'un ami de mon boss qui vivait au Venezuela, il était sur les registres du Venezuela. Les mecs, c'est l'ambassade, les services armés de l'ambassade qui sont venus le chercher chez lui à 6 heures du matin, avion militaire, direction Fort-de-France en Guadeloupe, pour l'extrader, parce qu'il était sur les registres. C'est très important d'en avoir conscience. Ce n'est pas ça qui va vous faire de vous un résident fiscal étranger. Cela, cependant, est utile car ça va vous permettre notamment d'avoir la possibilité de refaire vos documents d'identité, que ça soit carte d'identité, passeport, les faire apostiller plus facilement également et en cas de problème pour être rapatrié. C'est ce qu'on appelle l'inscription consulaire au registre des Français établis hors de France. Si vous vivez à l'étranger, vous pouvez vous inscrire au registre des Français établis hors de France auprès de votre consulat. C'est ce qu'on appelle l'inscription consulaire. L'inscription n'est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée. En effet, cette formalité rapide et gratuite facilite vos démarches administratives à l'étranger, par exemple pour voter aux élections ou pour vous demander une carte d'identité. Si vous êtes plus de 6 mois, faites-le au consulat, c'est précisé. Pour un séjour de moins de 6 mois, il est recommandé de s'enregistrer sur la plateforme Ariane. Pourtant, en 6 mois, si on écoute Maxence, on n'est pas résident là-bas. Donc, comprenez que ça n'a rien à voir avec la fiscalité. Le seul élément qui va vous permettre de vous déclarer résident fiscal d'un autre pays, c'est la déclaration que vous allez faire. Et je vois trop de personnes qui partent et adios, on déclare rien. C'est un CERFA que vous remplissez, que vous envoyez à votre centre des impôts avec votre déclaration de revenus l'année suivant votre expatriation. Donc, ça, c'est très important. Et si vous basez vos actes sur la conférence de Maxence Rigotier, faites attention parce que l'information n'est pas complète. Cependant, il a fait un effort. Il a raison de préciser que les conventions fiscales internationales jouent un rôle. On a vu dans quel cas. Il a fait des efforts.
Et malgré de nombreux efforts, je n'y arrivais pas. Mais il reste de la marge de progression. Donc, pour résumer, parce qu'il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, lorsque vous expatriez, retenez une chose, c'est d'abord, on regarde les conditions de résidence du pays dans lequel on s'expatrie, pour faire en sorte de bien être considéré comme un résident fiscal de ce pays. Si par exemple, vous prenez la définition de la résidence fiscale du Costa Rica, on va le prendre ensemble. Si on la prend, ils disent que les expatriés seront des résidents fiscaux au Costa Rica, les personnes qui ont vécu 6 mois au Costa Rica, et le and, c'est un plus, c'est-à-dire qu'il faut 2 conditions, et qui ont reçu des revenus du Costa Rica durant cette période. C'est-à-dire qu'une personne qui va passer 9 mois mais qui reçoit aucun revenu de source costaricaine ne sera pas résident fiscal au Costa Rica. À importance, on regarde d'abord les conditions de résidence fiscale du pays dans lequel on va, on fait en sorte de les respecter. Ensuite, on fait attention aux lois du pays qu'on quitte, lois du pays de notre pays d'origine, donc la France, l'Espagne, le Portugal. J'ai fait une faute. Par exemple, au Portugal, en Italie, en Espagne, lorsque vous expatriez pour des raisons fiscales, vous restez résident espagnol. Donc, même si vous passez 11 mois et 29 jours à l'étranger, il faut connaître les lois nationales du pays d'origine. C'est très important. Troisièmement, lorsqu'il y a un conflit entre les deux, là, que ça se fight un peu, les conventions fiscales internationales vont rentrer en compte. C'est la solution de la convention qui l'emportera. Faites attention. Les conventions fiscales internationales, il faut être bien résident. Et pour être résident, il faut être assujetti à l'impôt. N'oubliez pas également qu'il peut y avoir des clauses, et ça naît de plus en plus, anti-abus. Donc, vous voyez, la convention fiscale internationale, elle arrive en dernier. Donc faites attention sur l'information sur Internet, même des entrepreneurs talentueux peuvent faire un impair. La fiscalité n'est pas compliquée quand on l'a pratiquée. Mais visiblement, là, elle n'a pas été comprise et des personnes qui regardent cette conférence et qui ne vont pas acheter le programme de Maxence par la suite peuvent faire de terribles erreurs en croyant avoir une information. Et j'espère que Maxence ne dit pas la même chose dans son programme, parce que ça pourrait être préjudiciable pour ses membres. Donc, Maxence, c'est pas du bashing, c'est juste, voilà, je t'ai expliqué, limite, c'est un coaching one-to-one que je viens de te faire. Mets-toi à jour et fais attention aux notions que tu dis publiquement sur Internet. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sur Internet, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Et oui, n'oubliez pas, en 4e étape, c'est la déclaration d'expatriation. Vous avez des pays, en France, vous déclarez votre expatriation. En Belgique, vous radiez des registres de population. Au Luxembourg, vous radiez des registres de population. Aux Pays-Bas, vous avez un BSN, c'est un numéro particulier. Vous radiez, pareil, des registres de population. En France, vous déclarez votre expatriation. On n'a pas de registre de population où on se radie. En Italie, vous avez un registre de population pareil, il faut se radier. Donc, c'est pas en allant s'inscrire à l'ambassade sur les Français établis hors de France. Si vous avez des amis qui vivent à l'étranger, ils vous font une attestation d'hébergement à titre gratuit. Vous allez à l'ambassade, ils vous inscrivent en 30 secondes. On vous demande pas d'être résident fiscal du pays. Vous pouvez être. J'avais refait mon passeport quand j'étais étudiant en Espagne, à Barcelone. J'ai gardé mon passeport avec une adresse espagnole. Pourtant, je n'ai jamais été résident fiscal espagnol. Et on m'a jamais dit montrez-nous votre déclaration d'impôt. Donc faites attention à ça, faites attention aux informations, faites toujours un contrôle. Ne basez pas uniquement vos décisions sur du contenu gratuit. Quelquefois c'est un peu plus complexe. J'essaye pas de prendre la défense de Maxence, mais sur Internet on ne peut pas tout dire. Là il y avait des approximations, donc c'était pas défendable Maxence. Mais il faut comprendre que lorsqu'on sort une information sur Internet, on n'a pas le temps de tout dire. Donc faites très attention. Ne basez pas vos décisions uniquement sur du contenu gratuit. N'hésitez pas à investir dans vous-même. Ça vous coûtera toujours moins cher que investir ensuite.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!